C'est l'heure du sonneur. Vous l'avez forcément suivi, la République du Haut-Karabakh se vide totalement de ses habitants depuis le début de l'offensive militaire azérie contre elle. On a eu près de 600 000 morts à déplorer et sans aide et sans soutien militaire, les Arméniens du Haut-Karabakh quittent le territoire. Ils sont plus de 100 000 réfugiés arméniens qui ont pris la route. Un tiers des réfugiés, je le précise, sont des enfants. Ils ont pris une unique route embouteillée dans un long et douloureux exode qui mène jusqu'à l'Arménie. Une Arménienne en exode témoigne: nous sommes désormais comme des chiens sans foyer. C'est ce que nous sommes, que le monde entier sache que c'est un génocide d'une nation chrétienne. La République du Haut-Karabakh a annoncé, sa dissolution au 1er janvier 2024. Côté international, une mission de l'ONU est arrivée dimanche au Haut-Karabakh pour la première fois en 3 décennies. Et notre ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, se rend aujourd'hui en Arménie pour y réaffirmer le soutien de la France à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Arménie. Il y en a un qui suit vraiment tout ce qui se passe en Arménie depuis le début, et au Karabakh évidemment, c'est Jean-Christophe Buisson. Bonjour Jean-Christophe Buisson. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Je le rappelle, vous êtes directeur adjoint du Figaro Magazine et vraiment l'un des lanceurs d'alerte avec notamment Sylvain Tesson sur ce qui se passe en Arménie et au Karabakh tout particulièrement en ce moment. Et on peut le dire, là vous avez eu certains tweets récemment franchement un petit peu énervés face à l'absence de réaction internationale et même française. Ah mais non, vous l'avez dit, il y a une mission de l'ONU qui est arrivé il y a quelques jours et qui a déjà rendu son rapport, son rapporteur étant évidemment un Azéri. Cette mission est constituée de personnalités de différentes organisations de l'ONU, de nationalités pakistanaises, albanaises, turques, entre autres, et russes. Et inutile de vous dire que dans leur rapport, très étonnamment, ils n'ont rien vu. C'est-à-dire, alors ils n'ont pas vu d'habitants, et pour cause, ils ont tous été chassés, expulsés, donc ils ont dû voir quelques poules et quelques cochons. Mais ils ont même pas vu ils sont arrivés dimanche, après l'exode, donc forcément, voilà, pour une mission militaire. Ils n'ont même pas vu de bâtiments détruits. Ils ont vu que tout était en place. C'était une espèce de pays merveilleux. Et donc voilà, donc ils ont rendu leur rapport, ils sont repartis, tout va bien. Il ne s'est rien passé sur le. Non mais. Mis à part l'inaction de la France, de l'Union européenne, même si la France est celle qui agit le plus dans cette affaire d'un point de vue humanitaire, mais c'est ça qui est formidable avec la France, c'est-à-dire que on a des très bons médecins, mais le problème c'est que on a les moyens d'éviter des maladies, d'éviter des blessures, mais on ne les évite pas. Alors évidemment, après on envoie des médecins. Et si on pouvait éviter d'avoir ces blessures pour éviter de soigner les gens, ce serait mieux. Et on a les moyens. Les moyens, c'est pas seulement d'aider humanitairement ou même avant les Arméniens, comme l'avait promis le président Macron. C'est de sanctionner le bourreau. Je pense que lorsqu'il y a une épuration ethnique qui se passe sous nos yeux, dans le passé, quand je dis on, c'est la communauté internationale est intervenue beaucoup plus vite. Au Kosovo, où finalement il y a eu à peu près entre 3 et 5 000 morts en tout, c'est-à-dire moins que les Twin Towers, il y a eu quand même bombardement de la Yougoslavie et on n'a pas attendu une résolution de l'ONU pour le faire. C'est l'OTAN qui l'a fait, je vous rappelle. Donc là, il s'est rien passé, ça se passait en direct. Alors on dit oui, on était surpris. Le New York Times a fait un papier en disant on s'attendait pas. Pardon, mais je fais partie des gens, je ne suis pas le seul, qui ont alerté depuis des mois, des années, une semaine encore avant l'attaque du 19 septembre. J'expliquais, parce que c'est très facile de regarder des images satellites, on voyait des troupes, des matériels militaires, on voyait des avions qui partaient d'Israël et qui allaient à Ganja, qui est la ville au nord de l'Azerbaïdjan où était amassé du matériel militaire, des drones. C'était évident que l'Azerbaïdjan allait passer à l'assaut. Et à aucun moment, on sonnait l'alarme. Enfin, la France ou l'Union européenne disait « Attention, monsieur Aliyev, là, vous semblez vouloir vous diriger vers une nouvelle guerre. » Aucun moment. En parlant de ça, après, on va revenir évidemment sur tout ce qui s'est passé et une forme d'aveuglement volontaire et pourquoi on y est arrivé. Mais puisque vous avez pu prévenir à l'avance ce qui pouvait arriver au Karabakh, là, vous continuez de dire « Attention, ce n'est pas fini, en fait. Ça ne va pas s'arrêter au Karabakh, contrairement à ce qu'aimerait penser peut-être aussi certains membres du gouvernement français. » Bien sûr, l'objectif est clair. Depuis le début, on sait que c'est un grand plan de réunion de tout l'espace turc par Erdogan. Je parle de Erdogan, donc du président turc, qui veut relier tout le monde turcophone par un corridor. Et ce corridor, il passe par le sud de l'Arménie. C'est le seul caillou qu'il y a dans cette chaussure, c'est le sud de l'Arménie. Donc, il est évident que la prochaine étape,
Ce sera le Syunik, qui est la région au sud de l'Arménie, qui est appelée le Zangezur occidental par l'Azerbaïdjan. La meilleure preuve que nous en avons, c'est qu'il n'y a aucun des réfugiés, des 100 000 réfugiés dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sont arrivés à Goris, qui veulent être réinstallés dans le Syunik. Ils demandent tous à aller dans le nord, dans le Chirac, à Yerevan. Personne ne va aller dans le sud parce que eux, ils sont persuadés que ça sera la prochaine étape. Donc évidemment que ça va continuer, que ça ne va pas s'arrêter là. Cette nuit encore, il y a une livraison de drones, de nouveaux drones d'attaque turcs en Azerbaïdjan. C'est pas pour attaquer l'Iran ou la Russie. Hein. C'est évident que si l'Azerbaïdjan continue à s'armer avec l'argent que nous lui donnons en lui achetant du gaz, eh bien ce sera pour en finir avec ces chiens d'Arméniens, je cite le président Aliyev. Oui, mais justement, parlant de cet accord du gaz, est-ce que vous croyez que c'est la raison qui fait qu'aujourd'hui on reste, coupablement aphone sur ce sujet, sur le sujet du sort des Arméniens? C'est une des raisons. C'est peut-être la raison principale, mais il y a aussi la veulerie, il y a aussi l'absence de souveraineté nationale. Parce que, honnêtement, je ne doute pas une seconde, pour en avoir discuté directement avec le président de la République, Emmanuel Macron, de son envie d'aider les Arméniens. Mais malheureusement, cette envie se heurte à une chose qui s'appelle l'Union européenne, avec une présidente de la Commission, une présidente. Les parlementaires ont été, plusieurs parlementaires ont été impeccables. Oui, il y a eu une réunion d'une quarantaine de parlementaires, oui, tout de même. Exactement, des gens comme François-Xavier Bellamy ou même Nathalie Loiseau. Vraiment, on fait le maximum, mais l'exécutif ne veut pas en entendre parler. Et là, on se heurte vraiment à ce machin qu'est l'Europe, où on ne peut rien faire sans l'accord des autres pays européens, effectivement. Mais il y a aussi la peur de déranger cet ordre ou ce désordre constitué par la Russie dans cet espace du Sud-Caucase, où la Russie fait un petit peu le ménage, organise, je pense, effectivement le chaos pour mieux pouvoir le régler et intervenir. C'est ce qui est passé en 2020 en laissant Aliyev attaquer l'Artsakh, puis en intervenant en disant maintenant ça suffit. Et là, c'est la même chose. Il est évident que Aliyev a pu attaquer parce que Poutine lui a laissé faire, parce que Poutine veut se débarrasser du Premier ministre arménien. Parce qu'il s'était détourné de la Russie, pour que ce soit clair pour tout le monde. Bien sûr. Donc on n'ose pas y aller en se disant, oh là là, on a déjà l'Ukraine sur le dos. Là, oui, mais justement, Jean-Christophe Buisson, là, on se dit, alors attendez, on n'ose pas y aller. Maintenant, ça fait depuis combien de temps qu'on est sur le front de l'Ukraine, qu'on alimente cette guerre, qu'on livre désormais même des armes offensives. Et puis d'un autre côté, on a des pudeurs de gazelle sur le front arménien. C'est là le paradoxe. C'est justement parce qu'on s'est engagé en Ukraine et on est en train de se demander si on a bien fait qu'on a des scrupules à aller s'engager pour l'Arménie. Parce qu'on dit si c'est pour se remettre dans un chaos, parce que l'Ukraine c'est un chaos, parce que contrairement à ce qui était annoncé, malgré les dizaines de milliards déversés à l'Ukraine, eh bien l'Ukraine ne gagne pas la guerre contre la Russie. Et la Russie elle-même ne veut pas s'engager. La Russie devait s'interposer s'il y avait un conflit, ne l'a pas fait. Parce que l'Ukraine monopolise tout, aussi bien la Russie que les Occidentaux. Donc tous les conflits périphériques qui peuvent éclater, éclateront localement, sans être réglés de manière internationale, en vertu du droit international, si on peut appeler ça le droit international. Et un dernier mot, Jean-Christophe Buisson, est-ce que vous considérez que nous, Français, avons un devoir envers les Arméniens, peut-être plus encore qu'envers les Ukrainiens ? Bien sûr, on a un devoir, et je peux même vous dire que on a un devoir, quelle que soit sa sensibilité politique, philosophique, culturelle. Tous ceux qui ont un tout petit peu d'attachement encore à la civilisation chrétienne à laquelle nous appartenons, qu'on le veuille ou non, historiquement, pourraient avoir un geste pour ce pays qui est le berceau de la chrétienté, qui est le premier État chrétien au IVe siècle après Jésus-Christ, quand nous étions encore des barbares, et que aujourd'hui c'est aussi cette civilisation-là qui est menacée, donc la nôtre. Et puis si on est plutôt pas très chrétien et plutôt de gauche, qu'on est très attaché aux droits de l'homme, on devrait défendre cette démocratie qui est la seule démocratie de la région entre l'Iran, la Turquie, la Russie, qui sont des régimes autoritaires ou semi-autoritaires. Et au nom des droits de l'homme qu'on a toujours défendus, de l'universalité des Lumières, on devrait aussi intervenir. Donc il y a vraiment toutes les raisons pour que la France, au-delà de son amitié historique qui date du Moyen-Âge, qui a été renforcée par évidemment tout le mouvement arménophile de la fin du XIXe siècle, lorsqu'il y avait les grands massacres, et puis en 1915 après génocide, et Manouchian, et Charles Aznavour, et tout ce que vous voulez. Il y a toutes les raisons du monde pour qu'on soit beaucoup plus investi dans la protection du peuple arménien, qui est un peuple frère comme l'était le peuple serbe.
Eh bien, oui. Je dis que je suis attaché à lui. Et le peuple serbe qui a été malheureusement également très abandonné par la communauté internationale. Et la Moi, je communauté... suis spécialiste des causes perdues. Oui. Eh bien, en tout cas, merci d'être là, Jean-Christophe Bisson. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint au Figaro Magazine. Et puis, nous continuerons en effet de traiter ce qui se passe en ce moment en Arménie et notamment au Karabakh. Et merci à vous, en tout cas, de continuer à vous battre pour leur cause, Jean-Christophe Bisson. À très bientôt. Et merci pour eux d'en parler. Merci.